School. Bonjour Nathalie. Bonjour Sandra. Ravie de vous avoir sur ce plateau. Jonathan Erskovici est venu de son Pays Basque natal, natif, je ne sais pas comment on dirait, pour venir dans cette émission fondateur de Steg Inside. Vous allez bien ? Très très bien Sandra. Ravi je suis très content de vous retrouver sur le plateau. En physique, exactement. Et Lilian Aliaga est également avec nous, cofondateur de Hawk Research. Bonjour Lilian. Bonjour. Ravi de vous avoir dans cette émission. Vous continuez à nous poser vos questions, toutes vos questions sur les cryptos à notre adresse crypto@bfmbusiness.fr. On vous répond tous les jeudis entre 15h et 15h30. Le club BFM Crypto, c'est parti. Petit coup d'œil sur le cours du Bitcoin. 86 940, ça reste à peu près au même niveau depuis hier. Il a été très volatile ces dernières semaines. Jonathan, on est repassé donc sous les 100 000. Déjà, comment vous expliquez ce mouvement-là, cette baisse-là ? Écoutez Sandra, c'est toujours la même réponse. Moi, je suis focalisé sur l'utilité, sur l'usage du Bitcoin. Mais je comprends que dans cette émission, il faut parler du prix. Donc, je vais quand même apporter mon éclairage sur parce que ça intéresse quand même, malgré tout, la communauté. Mais j'entends. Cette actualité-là. Non, mais c'est vrai, vous avez raison, Sandra. Donc, c'est pour ça que je vais y répondre. Donc, voilà, sur Bitcoin, il y a forcément donc, des hausses et des baisses. Il y a ce qu'on appelle la confrontation de l'offre et de la demande. Et lorsqu'on voit que Bitcoin atteint son ATH, qui a été le cas, je crois, il y a quelques semaines, donc le 6 octobre, si je ne dis pas de bêtises, et arrive un moment où il y a toujours une prise de bénéfice des investisseurs. Oui. Donc c'est quelque part extrêmement cohérent, extrêmement classique. Donc il ne faut pas avoir peur. Bitcoin, c'est du temps long. Les bruits de court terme et la volatilité du prix à court terme, ça va encore exister. Il y aura encore des baisses. L'objectif, c'est plutôt de se concentrer sur de l'épargne à long terme. Bitcoin est une réserve de valeur. Bitcoin a des atouts qui sont incroyables de résistance contre les politiques des banques centrales. Et ça se voit sur un temps long. Et c'est pour ça qu'il faut investir en Bitcoin sur un minimum de 4 ans. Et ne pas justement se focaliser sur les variations de prix de court terme comme on le voit depuis début novembre. On va regarder et on va voir ce qu'il faut regarder précisément sur ce qui se passe au niveau mondial, au niveau du Bitcoin. Mais un petit tour de table quand même parce que je ne vous ai pas demandé à vous, effectivement, Lilian Aliaga, ce mouvement depuis qu'on observe, effectivement, je crois que c'était le 7 octobre, à vrai dire, et puis cette chute du 10 octobre, votre analyse. Je suis assez aligné avec ce que dit Jonathan. Oui, je sais. Je le répète plusieurs fois, je l'ai répété plusieurs fois sur ce plateau. Moi, je dissocie vraiment, effectivement, le prix du Bitcoin de sa thèse sur le long terme, de sa valeur. Et on sait, et on ne peut pas le nier, le prix du Bitcoin va évoluer à très court terme. Il est impacté par différentes raisons, contexte macroéconomique, les annonces de Donald Trump, peu importe. Son prix peut varier énormément à court terme. Ce qui reste important, c'est d'avoir une vision sur le long terme. Et ça, pour le coup, je pense que la vision de Bitcoin, sa thèse sur le long terme, elle n'a absolument pas changé. Au contraire, elle se renforce tous les jours. Et nous, après, chez Hawk Research, on reste quand même assez lucide. On s'intéresse quand même aux évolutions du prix du Bitcoin à court terme parce qu'on sait qu'il y a effectivement des traders et des personnes qui veulent aussi essayer de maximiser leur quantité de Bitcoin accumulée. Donc, essayer quand même d'estimer les tops et les bottoms de Bitcoin. On savait que les 108 000 $ étaient un point pivot. On avait alerté nos lecteurs là, sur ce sujet-là, sur le fait que si Bitcoin tombait en dessous des 108 000 $, on pouvait envisager une baisse aux 98 000, aux 85 000 et potentiellement aux 75 000 $. On avait aussi les raisons derrière pour expliquer ça. Le contexte macroéconomique, la politique monétaire de la Fed et les incertitudes avec le shutdown américain. Et nous, notre théorie un peu sur ça, c'est que l'évolution du prix du Bitcoin à court terme est directement corrélée à la probabilité que le scénario du quantitative easing de la Fed arrive ou non. Et forcément, quand on n'a pas les chiffres de l'inflation, qu'on sait que Jérôme Powell a une politique qui est data-oriented, c'est-à-dire qu'il se base énormément sur ces chiffres-là, on sait que lui va avoir du mal à mener correctement sa politique. Nous, on a du mal à anticiper ses décisions. Et tout est une question de probabilité. Quand les probabilités que ce scénario-là continue à se dérouler correctement baisse, forcément le prix du Bitcoin baisse aussi. Mais tout ça, ça n'est qu'une question de court terme. Donc c'est pour ça que nous, on était alignés sur cette baisse, on l'a anticipé, on l'a joué. Maintenant, si vous regardez Polymarket, par exemple, qui est un marché prédictif, qui nous permet d'estimer certaines probabilités, il y a une semaine, la baisse des taux de la Fed en décembre était estimée à peu près 25%, aujourd'hui c'est 80%. Voilà, ces probabilités, elles évoluent rapidement et ça correspond avec le bottom de Bitcoin à 80 000 $ qu'on attendait. Et pour moi, je veux dire, quand je vois un Bitcoin qui fait moins 40%,
qui est en dessous des 100 000 $, ça fait 6 mois qu'on n'avait pas vu ça, qui est à 80 000 $, je le vois comme une fenêtre d'opportunité et je le vois pas comme un bear market qui s'ouvre. Et j'ai beaucoup de personnes qui m'ont demandé est-ce que tu penses que c'est le bon moment de vendre? J'aurais dit non, c'est le bon moment de racheter. Ça reste un avis personnel, je fais pas de conseil en investissement. Mais moi, c'est comme ça que je le vois. C'est pour toutes ces personnes qui nous ont dit à 126 000, c'est trop tard, je ne peux plus entrer. Voilà, bon, maintenant on peut réfléchir. Nathalie Janson. Oui, pour juste, je ne vais pas passer trop de temps, je crois que je suis aussi assez d'accord avec ce qu'il dit. De toute façon, c'est pas l'intérêt de Bitcoin, c'est pas de l'acheter, de le vendre. Je veux dire, c'est même par rapport à son objectif, ça n'a même pas beaucoup d'intérêt. Mais en tout cas, voilà, c'est comme ça. Et là, c'est à nouveau parce qu'effectivement, l'offre ne répond pas à la demande, que les variations intraday sont aussi importantes, parce que forcément, quand on a une offre qui suit un code informatique, alors que la demande, elle, fluctue en fonction de ce que les investisseurs estiment, bah forcément, les variations de prix restent importantes. En fait, c'est ça qui fait la volatilité du Bitcoin, c'est le fait que son offre ne réponde pas du tout à la demande. Donc forcément, quand ça baisse fortement, bah, ça ne répond pas non plus à la demande, donc le prix chute. Ça n'empêche que la volatilité, en gros, a quand même diminué, que le Bitcoin continue à prospérer et surtout qu'on est toujours au-dessus de la dernière fois qu'on avait augmenté, parce que c'est en fait, moi, c'est ce que je montre tout le temps à mes étudiants à la base, hein, c'est qu'à chaque fois qu'on est monté, on est toujours monté avec, effectivement, quand il y a une baisse, on est un peu au-dessus du plus haut du cours précédent. Oui. Voilà, donc comme on avait redémarré autour de 70 000, on est à 80, on n'est pas à 70, donc voilà. Mais c'est... Voilà, je continue effectivement, enfin, c'est en cohérence avec ce qui a été dit avant. Oui, quand on regarde le cours sur 3 ans, hein, ne serait-ce que ça, on le voit plus clairement. On l'aura peut-être tout à l'heure de disponible. Ce que vous regardez, vous, Jonathan, c'est les États qui avancent. Et comment ils avancent, justement? Qu'est-ce que vous observez? Eh bien, écoutez, en tout cas, c'est vrai que plutôt que de s'intéresser de la volatilité à court terme, moi, je préfère regarder justement comment les investisseurs, comment les acteurs économiques agissent autour du Bitcoin. Et là, effectivement, je voulais parler des États et je voulais parler particulièrement du Salvador, parce que c'est vrai que c'est un pays, moi, qui me tient à cœur. Alors, tous les Bitcoiners sont au courant, mais en septembre 2021, il y a eu la Bitcoin Ley, où donc le président de l'époque, qui est d'ailleurs toujours président actuellement, qui s'appelle Nayib Bukele, a déclaré Bitcoin monnaie légale. Donc ce pays, qui auparavant était un pays considéré comme étant le plus dangereux au monde. Je crois qu'il y avait un taux d'homicide assez délirant là-bas. Donc ce président est arrivé au pouvoir en 2019. Il a radicalement changé ce pays, donc notamment justement en construisant des prisons, en essayant d'éradiquer totalement les gangs, et il y est arrivé. Donc ça a été la première mesure phare de sa politique. Et il a également eu une stratégie visionnaire, parce que justement en septembre 2021, il a déclaré Bitcoin monnaie légale. Et ça a été aussi le moment où il a commencé à constituer une réserve stratégique. Et d'ailleurs, Nayib Bukele et le Salvador utilisent la même stratégie que Stackinsat, c'est-à-dire qu'il fait du DCA sur Bitcoin. Il achète régulièrement du Bitcoin. Il ne regarde pas les cours. Il ne regarde pas les cours. Il a une vision à long terme. Et aujourd'hui, il accumule plus de 7400, je crois, Bitcoin. Et d'ailleurs, il vient d'en acheter 1000 supplémentaires là, il y a 2 semaines, hein, pour profiter évidemment de la baisse du prix, parce que comme le disait Lilian, c'est clairement une opportunité. Et effectivement, il a buy the dip, comme on dit sur le crypto Twitter, et il a bien fait. Donc il s'est constitué cette réserve stratégique. Il a aujourd'hui aussi un boom économique sur le tourisme. Alors pas forcément que le tourisme lié aux bitcoiners. Alors il y a évidemment une énorme progression du tourisme sur cette industrie, mais aussi le tourisme, on va dire, plus classique ne fait qu'augmenter, parce que le Salvador est un très très beau pays. Nous-mêmes, on a fait partie d'une délégation en 2021 où on est allé justement avec Yorick, avec Gouspillou, avec Roxy. On était parti justement en novembre 2021 pour assister à cette première Bitcoin Week qui était incroyable. Et donc tous les ans maintenant, il organise cette Bitcoin Week avec évidemment tous les Bitcoiners du monde entier. Je rappelle que Tether, une des plus grosses entreprises du monde, a installé son siège social là-bas. Il finance également toute la dimension éducation, parce qu'il faut savoir que beaucoup peut-être de personnes pensent que
l'adoption du Bitcoin là-bas en tant que moyen de paiement, effectivement, n'a pas eu le succès qu'on souhaitait tous, mais à la limite, on en est conscient, vu que c'est quand même une technologie qui est complexe. Les Salvadoriens, voilà, c'est une population qui n'a pas forcément des compétences a priori pour maîtriser ces sujets-là. Donc ils ont investi énormément sur de l'éducation avec Plan B Network. D'ailleurs, je passe le bonjour à Roxy, qui est un des cofondateurs de ce projet là-bas, et on voit que l'éducation a considérablement augmenté. Et en fait, les gens utilisent de plus en plus Bitcoin. Et pour revenir à l'État, ils ont constitué cette réserve stratégique en Bitcoin qui aujourd'hui est valorisée plus de 650 millions de dollars. Et ils ont investi également sur leur industrie géothermique. Oui. Parce qu'il faut savoir que le Salvador est un des pays au monde où il y a le plus de volcans. Ils se sont mis au pied des volcans. Ils se sont mis au pied des volcans. Alors après, effectivement, en novembre 2021, il y avait eu des annonces sur la Bitcoin City. Bon, c'est là où on peut dire que le président était un peu fantasque à faire des annonces un peu marketing, parce que bon, effectivement, on en est quand même très très loin aujourd'hui. Oui. Mais voilà, l'idée c'était de le financer à travers ces Bitcoin bonds, qui aussi ont pris énormément de retard. Là, ça va être. Mais a priori, ils vont être émis là bientôt. Voilà, ils vont bientôt être émis. Qui, justement, ces Bitcoin bonds sont censés financer cette Bitcoin City. Bref, tout ça pour dire que Nayib Bukele avait cette vision autour du Bitcoin et on voit 4 ans plus tard, il a eu raison. Ce qui est intéressant, c'est que il y a quelques années, on n'avait que le Salvador en exemple et que c'était quand même assez confidentiel et que on observait avec un petit sourire en coin, en tout cas le monde observait avec un petit sourire en coin ce qui allait se passer sur Let's Bitcoin. be serious, pour rappeler le ministre du numérique de l'époque, Cédric O. Et je pense qu'aujourd'hui, il doit bien regretter cette intervention qu'il avait fait à l'époque. D'autant plus qu'aujourd'hui, quelques mois, à peine quelques années plus tard, il y a plein de pays qui s'y mettent. Et c'est ça qui est vraiment intéressant à regarder dans l'adoption et le développement du Bitcoin au final. Exactement. Et évidemment, la première puissance économique au monde que sont les États-Unis, matérialisée par la nouvelle stratégie de Trump, qu'il a notamment dévoilée lors d'une conférence Bitcoin à Nashville, je crois, donc c'était en 2024, où il a annoncé cette fameuse réserve stratégique. Il a annoncé sortir des projets de Biden sur le dollar numérique. Et justement, on a vu quelques mois plus tard qu'il a lancé le Genius Act pour favoriser les stablecoins dollars. On parlera juste après. Donc on voit qu'il y a une vraie stratégie des États-Unis vis-à-vis de Bitcoin. Et je pense que par capillarité, d'autres pays ont voulu quand même s'en inspirer, parce que là on parle quand même de la première puissance économique mondiale. Donc là on a vu plus récemment le Luxembourg. Plus proche déjà. Voilà, exactement. Qui s'est laissé inspirer probablement par Donald Trump, par les ETF, par cette financiarisation quand même du Bitcoin. Et donc ils ont acheté, je crois, 1% de leurs fonds souverains en Bitcoin à travers des ETF. Il y a évidemment d'autres pays, on peut parler du Bhoutan, qui est aujourd'hui... Ça fait un peu plus longtemps, donc eux, ils ont axé leur stratégie sur le mining. Oui. Aujourd'hui, alors je crois qu'ils ont plus de 12 000 bitcoins, ce qui représente 40% de leur PIB. Voilà. Donc il y a d'autres exemples, évidemment, en Inde, au Nigeria. Le Bhoutan, leur philosophie, c'est le bonheur. Et en plus, le Bhoutan, oui, c'est vrai. Visiblement, parce que le bonheur va passer par le Bitcoin. Est tout à fait compatible et n'est pas anti-écologique, puisque c'est une dimension importante du Bhoutan. Oui, ça, complètement. On entend ce qu'on veut entendre. La République tchèque. La République tchèque. Et ça, c'est important par rapport à Christine Lagarde. C'est drôle. Et exactement. Donc, la République tchèque, qui justement, alors, pour l'instant, n'a pas investi concrètement en Bitcoin, mais ils ont lancé des tests sur certains wallets du Bitcoin pour mieux comprendre cette technologie. Ils ont, je crois, voulu tokeniser justement aussi des projets. Et donc, on sent une vague des États vers le Bitcoin. Il n'y a que, évidemment, l'Europe qui aujourd'hui reste concentrée sur son euro numérique, regarde de manière très très lointaine le Bitcoin, ce qu'on peut regretter, même si on peut quand même souligner certaines initiatives politiques. Et un peu individuelles, donc Éric Ciotti, où il y a 2 semaines, qui a lancé ces propositions de loi qui ne vont pas aboutir, parce qu'il n'aura évidemment pas la majorité à l'Assemblée. Sarah Knafo, en début d'année, avait fait ce fameux discours à la Commission européenne. Et plus récemment, Arnaud Montebourg, justement, s'est positionné aussi sur le sujet. Donc on voit que ce qui est intéressant, c'est que ça sort des clivages politiques traditionnels. Voilà. Lilian. Je voulais ajouter un petit complément par rapport aux États-Unis. La réserve stratégique de Bitcoin aux États-Unis, ce n'est pas des Bitcoins qui sont achetés en comparaison du Salvador. Néanmoins, aujourd'hui, il y a une actualité intéressante, c'est que le Texas devient le premier État des États-Unis à acheter officiellement du Bitcoin.
10 millions de dollars de Bitcoin, mais ça reste quand même le premier à le faire, à non pas utiliser les bitcoins saisis pour les accumuler et ne pas les vendre. Mal acquis. Voilà, puisque du coup, Donald Trump, lui, disait plutôt je ne vendrai pas les bitcoins, j'en fais une réserve stratégique. Là, on parle quand même d'un achat, première acquisition de la part d'un État des États-Unis de bitcoin. Et ça, c'est quand même, pour moi, aussi une vraie étape supplémentaire et intéressante. Ça avance effectivement. Est-ce que chez Oak Research, on ne parle que de Bitcoin, de cette actualité, de cette adoption par les États, de ces réflexions des banques centrales, ou est-ce que les autres cryptos ont encore leur chance ? Alors, ça va pas plaire. Il faut fermer vos oreilles, Jonathan. Non, on a eu la discussion avec Jonathan. On est assez alignés dans notre vision, même si nous, on va expérimenter un petit peu plus loin et on va s'intéresser à ce qui se passe au-delà de Bitcoin. Effectivement, en ce moment, on a été très focalisé sur l'évolution du cours du Bitcoin, puisque, on le sait, c'est Bitcoin qui mène le marché des cryptos. Mais effectivement, on va s'intéresser à ce qui se passe ailleurs aussi. Mais je voulais profiter quand même de ce moment-là pour rappeler quelque chose sur lequel j'insiste depuis pas mal de temps. J'en ai parlé déjà plusieurs fois sur ce plateau, et pour autant, j'ai l'impression que ça ne change pas vraiment dans la tête des gens, ni dans les discours des médias ou des principales voix qui sont assez populaires en crypto. C'est que aujourd'hui, on est dans un marché haussier sur Bitcoin. Malgré la baisse, ça n'a pas changé. Mais on n'est pas dans un marché haussier sur les altcoins. Voire même, j'ai envie de dire, on est dans un marché baissier sur les altcoins. Et on n'est plus dans les cycles de 2021 ou cycles de 2017 où quand Bitcoin monte, tout le reste monte. Ça n'est pas le cas. Ça fait 3 ans que Bitcoin a rebondi, enfin 2 ans et demi, bientôt 3 ans, qu'il est passé des 15 000 $ à son prix actuel aujourd'hui. Pour les altcoins, ça n'est pas le cas. La dominance de Bitcoin a écrasé le marché. Et nous, on maintient cette idée qu'aujourd'hui, il est préférable de ne détenir que du Bitcoin, du stablecoin et par moment quelques altcoins en fonction de certains critères fondamentaux. Et quand je dis certains, ça se compte sur les doigts d'une main. Je vais parler de Hype, de Hyperliquid, par exemple, qui sont des projets qui ont énormément de revenus, qui redistribuent ces revenus dans leurs tokens. Et donc, par la force de l'offre et de la demande, effectivement, on a une croissance de ces cryptos. Mais c'est très rare. Et je veux dire, aujourd'hui, nous, on continue de maintenir ce discours-là qui est, de notre point de vue, il est préférable aujourd'hui, si on veut s'exposer au marché des cryptos, de détenir des stablecoins et de les utiliser dans l'écosystème, parce que je reste complètement positif sur le fait qu'à l'avenir, la finance décentralisée, la finance on-chain va continuer de se développer, continuer d'attirer des utilisateurs, qu'ils soient particuliers ou institutionnels, va continuer de se structurer autour de protocoles de finance décentralisée. Et donc, moi, j'ai envie de continuer à m'exposer à cette tendance-là, à m'exposer à cet écosystème-là. Et je considère que ça n'est pas en détenant des altcoins que je le fais de la meilleure des manières, c'est en détenant des stablecoins, en générant du rendement et en m'exposant à des protocoles qui me donnent des récompenses supplémentaires, comme les airdrops par exemple. Et actuellement, c'est ce sur quoi on se focalise sur Oak Research. C'est à peu près la quasi-totalité des contenus qu'on rédige actuellement. C'est vraiment de faire comprendre aux gens qu'il est préférable de faire travailler ces stablecoins, de générer un rendement qui peut atteindre du 8-10% par moment et de booster ce rendement avec des fameuses stratégies d'airdrop. Et on essaye de les guider du mieux qu'on peut vers les meilleures stratégies, les moins risquées et celles qui ont le plus de chances de rapporter des revenus. Mais voilà, on continue à être évidemment positif sur l'avenir de l'écosystème, mais pas forcément en investissant sur les altcoins. Ça évolue quoi qu'il arrive. Vous avez prononcé le mot magique qui émerveille Nathalie Janson à chaque fois qu'elle est sur ce plateau, c'est les stablecoins. Et c'est une année charnière pour les stablecoins. Oui, de toute façon, on en parle beaucoup, c'est un peu partout. Voilà, c'est vraiment la grosse année stablecoin à cause du Genius Act, qui n'est pas encore opérationnel, puisque pour le moment, il y a juste les lignes qui ont été données. Et là, j'en parle avec des collègues qui sont aux États-Unis, ils me disaient effectivement, on attend en fait les décrets d'application, donc on ne sait pas encore comment ça va vraiment être dans les textes. Nous, par contre, on sait déjà ce que c'est en Europe. Et effectivement, on est beaucoup revenu sur le fait de vouloir absolument cristalliser la composition des réserves, qui effectivement a un point commun pour tous ceux qui sont assez favorables au stablecoin, parce qu'on pense que ça sera remettre le verre du fruit des banques chez les stablecoins. On l'a déjà mis chez les banques, si on pouvait éviter de le mettre chez les stablecoins, c'est
ce serait bien. Et l'actualité aussi va dans ce sens-là, puisque là, Tether aussi est en réflexion. En tout cas, il est en train de réorganiser ses réserves, parce que éventuellement, on est plutôt sur un cycle de taux qui va qui va éventuellement stagner ou voire baisser. Et donc, je reviens toujours avec ma même ritournelle, c'est qu'en fait, effectivement, un stablecoin, pour qu'il puisse en fait s'adapter à son contexte macroéconomique, il doit pouvoir choisir ses réserves lui-même, tout seul comme un grand. Et qu'en plus, pour lui, c'est très important, parce que c'est un moyen de se distinguer des autres. Et donc, Tether est un très bon exemple, puisque c'est celui qui est arrivé le plus tôt, dans un contexte de taux très bas, qui, je rappelle, donc du coup détenait des titres un peu plus risqués qui s'appelaient des billets de trésorerie, du commercial paper, parce qu'effectivement, à l'époque, les bons du trésor, ça valait il y avait un rendement qui était presque nul. Donc eux, pour leur business model, ils sont allés sur quelque chose de liquide, mais de comparativement au bond du trésor était un peu plus risqué. Ouais. Et au moment où les taux ont remonté, bien évidemment, ils ont recomposé les réserves pour aller plus sur des bons du trésor et moins de commercial paper. Puis aujourd'hui, ils sont sur des prêts garantis. Enfin voilà, et on voit bien qu'ils gèrent activement la composition de leurs réserves. Donc il faut surtout pas aller la figer, puisque pour eux, c'est un modèle. Il faut comprendre que c'est un projet entrepreneurial. C'est pas un truc qui est garanti par quelqu'un. Non, eux, ce qu'ils ont à cœur, c'est de pouvoir plaire à leurs utilisateurs. Et la façon de plaire aux utilisateurs, c'est aussi de pouvoir avoir des réserves qui va permettre de satisfaire cette conversion 1 à 1 et en même temps assurer leur modèle économique. Non, Lilian, vous n'êtes pas d'accord. Vous dodelinez. Plaire aux utilisateurs, oui et non. Enfin, en tout cas, assurer son stablecoin et éviter qu'ils subissent des pegs, c'est-à-dire qu'ils se décorrèlent du dollar, oui, ça effectivement, c'est leur objectif. En revanche, plaire à leurs utilisateurs, je suis pas totalement d'accord sur cet aspect-là, parce que aujourd'hui il y a un grand débat autour des stablecoins, c'est que effectivement Tether, Circle étaient des entreprises qui étaient absolument nécessaires pour apporter cette technologie des stablecoins à une époque où personne n'était capable de le faire. Et aujourd'hui, c'est un duopole qui représente 85% de l'écosystème des stablecoins. Mais ce sont aussi des revenus qui sont de l'ordre de plus de 10 milliards de dollars par an, qui vont dans les poches de Circle et de Tether et qui ne sont pas redistribués ni aux utilisateurs, ni aux blockchains qui leur permettent d'exister, ni aux protocoles qui leur permettent d'avoir des cas d'usage. Et aujourd'hui, ça, c'est un vrai problème. Problème auquel Tether et Circle n'ont absolument pas envie de répondre, parce que c'est leur source de revenus. En face de ça, on a des acteurs comme Ethena, par exemple, qui émet le troisième stablecoin le plus capitalisé du marché actuellement, qui propose un stablecoin qui redistribue l'entièreté de ses rendements à ses détenteurs, qui émet aussi l'USDTB, qui est un deuxième stablecoin, qui est adossé aussi au bond du trésor américain, qui sera régulé sous le Genius Act à l'avenir, qui redistribuera aussi une partie de ses revenus à ses détenteurs. Et ça, c'est la nouvelle tendance, c'est-à-dire des détenteurs, des utilisateurs, des protocoles, des blockchains qui ont besoin d'avoir ces revenus-là. Aujourd'hui, on a des blockchains qui ont du mal à assumer leurs revenus, parce que elles existent, les protocoles existent, ils ont du mal à générer des revenus. Forcément, la majorité des utilisateurs détiennent des stablecoins, et les revenus de ces stablecoins ne reviennent que dans les poches des entreprises centralisées. Et on voit que Tether commence à financer des initiatives comme Plasma ou comme Stable et d'autres qui sont des blockchains dédiés à leur propre stablecoin. Ils veulent vraiment vampiriser cet écosystème de finance on-chain. Et en face, il y a des acteurs qui essayent de contrebalancer ça. Donc moi, c'est ça qui me semble intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a des initiatives où enfin on va pouvoir, en tant qu'utilisateur, reprendre la main sur ce rendement, sur cette valeur qui est générée par nos stablecoins, qui n'ira pas directement dans les poches d'entreprises centralisées. Mais je pense que c'est justement le but. Enfin, ce que je trouve intéressant dans ce marché, c'est que justement c'est vraiment entrepreneurial. C'est-à-dire qu'il y a un modèle, il a été visiblement, il a du succès puisqu'il a des profits. Maintenant, eux, ils les gardent. Peut-être qu'ils n'ont pas raison, justement. Et en même temps, il y a des réponses à ça. Enfin, il y a des nouveaux modèles, et je pense qu'on verra au fur et à mesure du temps. La concurrence fera évoluer ça. En termes de modèles, on a aussi des modèles où ça n'est plus les bons du trésor américain, mais ce sont des stratégies différentes pour compenser la baisse des taux. Oui, complètement. Et je pense qu'on n'est pas du tout au bout du... Mais voilà, encore à nouveau, il faut surtout pas aller figer leurs réserves, parce qu'à ce moment-là, en plus, on crée de l'effet systémique, parce que tout le monde a la même chose. Donc quand ils vendent, le prix s'effondre. Enfin, c'est vraiment l'antinomie de la stabilité. Vous reviendrez pour en parler. On n'a pas fini de parler des stablecoins, j'en suis sûre. Bon, du Bitcoin. Alors là, carrément, c'est pareil, Jonathan. Il faudra revenir dans cette émission. Merci à tous les trois.